Petit disclaimer, il s'agit d'un reupload de la première vidéo. Je me suis rendu compte que je pouvais facilement corriger le problème qui faisait que le son était que dans l'oreille gauche, donc j'ai fait. J'ai pas retourné de scène ou quoi que ce soit, donc il y a toujours les problèmes de grésillement du micro. Mais maintenant vous l'entendrez dans les deux oreilles si vous utilisez un casque. Bon visionnage. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin et aujourd'hui je vais vous parler des outils no-code et d'automatisation. Et si je vous disais qu'en quelques clics, vous pourriez automatiser des tâches qui vous prennent des heures chaque semaine? C'est l'une des nombreuses promesses du no-code. Nombreuses car la définition du no-code est large. Il s'agit de la possibilité de créer des applications numériques sans nécessiter de compétences en programmation. Le no-code est apparu dans les années 2000 avec des outils permettant de créer des sites web tels que WordPress. Le terme no-code en lui-même cependant n'est apparu qu'au cours des années 2010 avec la démultiplication des solutions permettant de créer des applications sans coder. On peut établir une différence entre les outils no-code, donc sans code, et les outils low-code, c'est-à-dire avec peu de code. Dans les outils low-code, on peut généralement faire la majorité des opérations sans coder, et ajouter juste du code pour des fonctions bien spécifiques. Dans la suite, je ne vais pas faire de différence entre les deux types d'outils, et on va seulement s'intéresser à la partie no-code dans tous les cas. Faisons un petit point sur les objectifs de cette vidéo. Mon but, c'est que vous ayez une idée générale de ce qu'on peut faire avec les outils no-code, ainsi que leurs avantages et limites. Je ne vais pas présenter chaque outil dans le détail, sinon la vidéo durerait 3 heures tout simplement, mais je vais quand même faire un petit exemple d'utilisation de certains outils à la fin. Ok, bon, du coup, on peut faire quoi avec le no-code exactement? Il y a énormément de possibilités, alors on va les grouper par catégorie. Prêt? C'est parti. Tout d'abord, on a les outils de création de sites web qui permettent de créer des sites web entièrement sans coder, ou alors seulement pour des fonctions spécifiques. On peut citer des outils comme Webflow, WordPress ou encore Popsy. Il est également possible de considérer le développement d'applications web sur des outils comme Bubble ou Soft, ou des applications mobiles, avec Adalo Glide par exemple. Et que ce soit en combinaison avec les outils cités précédemment, ou pour une utilisation en tant que base de données indépendante, il existe de nombreux outils no-code permettant de gérer des bases de données. Je peux vous donner comme exemple Airtable, Xano ou Basero. Et c'est tout? Le no-code ça permet juste aux développeurs de ne pas avoir besoin de coder? Bien sûr que non. Le no-code s'est exporté sur tout type d'outils, en commençant par les outils de productivité en tout genre. Je ne vais pas rentrer dans les détails car il y en a certains qui sont spécialisés dans la gestion de tâches, d'autres dans la gestion de projets professionnels, ou encore des outils un peu tout en un personnalisables, mais vous pouvez commencer par vous renseigner sur Notion, ClickUp, ou encore Trello si ça vous intéresse. Il y a également des outils de formulaire tels que Fillout, Typeform et Tally, qui permettent simplement de faire des formulaires et ont de bonnes capacités d'interconnexion avec d'autres outils afin de récupérer les réponses et les stocker. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement des outils no-code, il existe un certain nombre d'outils de schématisation et de mind mapping qui peuvent s'interconnecter à des outils no-code. Là, comme ça, je pense à Whimsical ou Miro, mais il en existe beaucoup d'autres. Enfin, de très nombreux outils sont connectés à des solutions d'automatisation telles que Zapier, Make ou N8N. Ceux-ci permettent de connecter différents outils entre eux afin d'utiliser les données ou événements qui se passent sur un outil pour automatiser une réponse à cet événement. Par exemple, quelqu'un remplit votre formulaire d'adhésion à votre newsletter, et là, bam! Vous envoyez automatiquement un mail de remerciement à la personne, et vous l'ajoutez automatiquement à votre base de données de contact. Bon, je vous ai présenté un certain nombre d'outils pour être exhaustif, mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'utiliser autant d'outils. Moi, par exemple, je n'utilise quasiment que Notion. Je m'en sers pour mes gestions de tâches, gestion de projet, mes objectifs perso, mes prises de notes de formation, mon carnet d'adresses, et évidemment, je l'ai utilisé pour rédiger le script de cette vidéo. Bon, là, on a l'impression qu'on peut tout faire avec les outils no-code. C'est magnifique. Nuançons quand même un petit peu le propos en listant les avantages et inconvénients des outils no-code. Commençons par les avantages. On peut citer l'accessibilité. Car les outils no-code permettent à n'importe qui de créer une application ou un site web sans compétences en programmation. Globalement, ça permet de gagner du temps, même pour un développeur, puisqu'il n'y a pas besoin de coder chaque ligne, mais ça permet également de faire des économies,
car du coup, on a moins besoin d'embaucher des développeurs. De plus, de nombreux outils no-code ont des connexions intégrées ou sont disponibles sur des solutions d'automatisation, ce qui permet de faciliter l'automatisation de tâches sans avoir besoin de coder une API. Les outils no-code essaient également d'attirer par l'aspect innovant de leurs solutions, ce qui fait que l'IA est intégrée dans quasiment tous ces outils. En termes de tarification, les outils no-code ont l'avantage de très souvent être gratuits pour une utilisation personnelle et de ne commencer leur tarification qu'à partir du moment où l'on souhaite collaborer sur ces outils. Ce qui représente un avantage intéressant car on peut s'habituer à ces outils avant de décider de les utiliser dans le contexte professionnel. Après, les tarifs sont différents entre chaque outil. Certains peuvent être considérés comme étant chers, d'autres pas chers, ça dépend également de ce qu'ils proposent comme solution. Il faut donc se renseigner auprès des politiques de tarification de chaque outil pour savoir ce qu'il en est. Passons aux désavantages. Tout d'abord, la personnalisation d'un outil no-code est limitée à ce qui est proposé dans l'outil, alors que lorsqu'on développe, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Bien entendu, plus un outil no-code est complet, moins ce désavantage est présent. Ensuite, on est dépendant du fournisseur de l'outil no-code, mais pour le coup, c'est le même genre de désavantage que de se servir de la suite Office. Dans ce cas-là, on est dépendant de Microsoft pour s'assurer du bon fonctionnement de l'outil. On peut également noter qu'il peut être difficile d'intégrer des outils no-code dans une infrastructure bien en place avec des outils traditionnels. Il y a également deux risques. Le premier économique, car les outils no-code sont assez spécialisés, donc on risque de multiplier les abonnements si on s'emballe trop pour des fonctionnalités sans bien étudier notre besoin. Le second est tout simplement que toutes les entreprises qui proposent des outils no-code sont relativement jeunes et on ne sait pas quelle longévité elles auront. Alors, il y en a certaines qui sont plutôt bien implantées, telles que Notion, mais parmi toutes celles que j'ai citées, certaines sont relativement jeunes et si elles ne performent pas suffisamment bien, peut-être qu'elles disparaîtront. Bon, c'est bien joli tout ça, mais les outils no-code, il y a vraiment des gens qui s'en servent ? Eh bien oui. De nombreuses startups, mais désormais également des grands groupes, commencent à se tourner vers des solutions no-code. Pour reprendre quelques exemples cités précédemment, Notion est utilisé par Substack, Capgemini et Airtable par BlackRock et AWS. Il y a beaucoup d'autres exemples possibles et je vous invite à vous rendre sur les pages des outils no-code pour constater que l'utilisation de ces outils se démocratise. Une autre preuve de l'engouement autour des outils no-code est tout simplement le nombre d'outils no-code qui sortent tous les mois. Il suffit de se rendre sur le site Product Hunt dans la section Coming Soon pour constater la quantité phénoménale d'outils qui prévoient de sortir dans les prochains jours. Ce ne sont pas tous des outils no-code, mais je vous garantis que vous en trouverez en très peu de temps en vous renseignant un peu sur les sorties. Alors, on va passer à la démonstration. Donc pour la démonstration, ce que je vous propose, c'est de faire l'exemple que j'avais donné tout à l'heure quand je parlais des outils d'automatisation. C'est-à-dire, quelqu'un s'abonne à votre newsletter via un formulaire, vous le récupérez les informations dans une base de données, et vous envoyez un mail de remerciement au fait de, vu que la personne s'est abonnée. Alors, on va commencer dans Notion. Notion, c'est un outil qui permet de faire plein de choses. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une page contact avec une icône de personne. On va la mettre en pleine largeur parce que c'est plus sympa, ça permet d'avoir toute la page. Et donc dans Notion, on peut faire vraiment plein de choses, comme je disais, on peut faire du texte. Il y a pas mal d'options pour tout ce qui est texte. On peut mettre des médias, images, des aperçus de liens web, des vidéos, de l'audio, etc. Ça, j'y reviens après. On a accès à on peut faire plusieurs colonnes, on peut faire des tables des matières, et surtout, on a plein d'intégrations qui sont intégrées de base dans Notion. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est qu'on va faire une base de données qu'on va appeler base de données contact. On va enlever les lignes qui créent par défaut. On va retirer l'étiquette parce que j'en ai pas besoin non plus. Donc nom, on va le garder. On va mettre un prénom. On va mettre un email. On va mettre par exemple un genre. Hop, homme ou femme. Et on va mettre par exemple une case à cocher. Alors on va pas l'utiliser ici, mais je vais vous expliquer à quoi ça peut servir. Si vous mettez une case à cocher comme ça, vous pouvez par exemple dire que
lorsqu'elle est cochée, la personne est abonnée, et lorsqu'elle est décochée, c'est que la personne s'est désabonnée, donc il ne faut plus lui envoyer de mail, par exemple. Ou sinon, vous supprimez carrément la ligne de la base de données. Donc là, si on fait un exemple tout bête, on peut rajouter une ligne, on va mettre jeantest, qui a une adresse mail jeantest@gmail.com par exemple, et c'est un nom. Voilà. Nous, notre but maintenant, ça va être d'automatiser ça à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire d'adhésion à la newsletter. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un formulaire d'adhésion déjà. Ce que je vous propose, c'est d'aller dans Tally, qui est un outil de formulaire. On va faire Create Form. On va faire formulaire adhésion newsletter. Et on va mettre... Alors là aussi, il y a pas mal de possibilités. On va se contenter de mettre un nom. Hop, un prénom. On va mettre le mail. Et puis on va mettre par exemple pour le genre une option sélectionnable. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre pas obligatoire parce que on n'en a pas forcément besoin. Et là, lorsqu'on a fait ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de cliquer sur Publier et ça nous donne un lien. Donc ce lien, c'est le lien du formulaire qu'on peut mettre. Hop, voilà. Mais là, si on le remplit, tout ce que ça fait, c'est que ça met les données dans Tally. Ça ne va pas nous amener grand-chose. C'est pour ça qu'on va utiliser Make pour faire une automatisation. Alors, Make, c'est un outil d'automatisation qui va nous permettre de créer un scénario. Donc là, on va faire Create New Scenario. Et donc, ce scénario, on peut faire plusieurs choses dedans. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Tally, Watch New Responses, c'est-à-dire on va regarder s'il y a des nouvelles réponses dans ce formulaire. Donc pour ça, il faut créer une connexion. Donc là, j'ai déjà une connexion car je l'ai fait avant. Il suffit de cliquer sur Add. Si vous êtes connecté au navigateur, vous mettez confirmer, ça le fera tout seul. Hop, on choisit le formulaire, on sauvegarde. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tourner une fois. Pourquoi? Parce que sinon, il ne sait pas ce qu'il y a dans le formulaire et ça va nous embêter pour la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre jeantest. Hop, alors ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé une adresse sur 10 minutes... ah mince, j'ai pas bien copié. Hop, c'est bon. J'ai créé une adresse sur 10 minutes mail, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à en créer, et surtout je pourrais vérifier que ça a fonctionné tout à l'heure. On va remettre le formulaire pour après. Et donc là, le fait de l'avoir fait tourner, ça fait que Make, il connaît les informations qu'il y a dans le formulaire, et il pourra nous les proposer par la suite. Alors on va rajouter un autre module, ça s'appelle un flow control, et on va prendre routeur. Pourquoi? Parce que ça nous permet de créer deux chemins. Alors ici on pourrait les mettre à la suite, peu importe, c'est juste pour vous montrer. On va prendre, ensuite un module Notion. Alors Notion pourquoi? Pour mettre les données du formulaire dans la base de données. Pour ça, il faut faire Create a Database Item. On va rajouter une ligne dans la base de données. Donc là, ma connexion, hop, je la setup. Ce qui fait que maintenant, Make a accès à la page que j'utilise pour faire le test. Lorsque vous êtes sur la page, vous avez votre base de données qui est là, c'est bien. Vous allez avoir besoin de l'afficher en pleine page. C'est où l'option pour une base de données intégrée, afficher la base de données, pour récupérer les informations qui sont ici. Tout ce qu'il y a entre le slash et le point d'interrogation, c'est l'ID de la base de données. C'est grâce à ça que Make va être capable de reconnaître la base de données afin qu'on puisse travailler avec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre... Donc vous voyez, là, il nous propose les données de nom, prénom, email et genre. Parce que on a fait tourner Tally tout à l'heure. Sinon, tous ces champs-là seraient vides, enfin, n'apparaîtraient pas, et on serait obligé de toute manière de faire tourner l'automatisation au moins une fois pour y avoir accès. Donc là, on les met tous au bon endroit,
l'email, on va dire que la case à cocher, on veut qu'elle soit en vrai. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que genre, c'est pas le même type de champ que les autres. Genre, c'est un tableau. Donc, ça nous empêche pas... Oups, il faut d'abord faire ça. Ça nous empêche pas de le mettre là-dedans. Mais par contre, on ne peut pas l'utiliser tel quel. Parce que là, ce qu'il nous ferait, c'est qu'il nous balancerait les informations du tableau, ça ne nous balancerait pas la réponse à la question. Pour ça, il faut qu'on fasse un get. Get, oups, j'ai oublié un détail. Là, on lui demande de récupérer la première position du tableau. Alors dans notre cas, il n'y aura toujours qu'une seule réponse, parce qu'on a dit qu'on avait pris un drop-down avec une seule réponse. Dans le cas de plusieurs choix, il peut y en avoir plusieurs, et donc il faut voir quelle réponse on veut prendre. Sauf que ça ne fonctionnera pas non plus, parce que le problème, si on fait que ça, c'est que on va pas avoir le bon type de données dans le champ. Notion demande du rich text, et puis ça fait que du texte. Ou je sais pas exactement quel type de données, mais en tout cas ça lui plaît pas. Pour régler le problème, une solution assez simple dans cette situation, c'est de mettre une condition if. Donc si le genre c'est homme, alors la réponse qu'il va envoyer c'est homme, ou sinon ce sera femme. Vu qu'on n'a que deux solutions, ça marche pas trop mal. Si on a plus de solutions, il faut soit multiplier les if, soit passer sur du code, et comme c'est pas le sujet ici, je m'arrête à ça. Ensuite, on va mettre un nœud Gmail. Ici, send an email. Alors, la connexion, j'ai déjà faite, mais il faut savoir que c'est un peu tricky. Lorsque vous voulez vous connecter à Google pour faire des appels API, il faut que vous remplissiez pas mal de choses sur un autre site, donc il faut suivre ce guide-là. Lorsque vous cliquez dessus et que vous accédez à cette page-là, suivez tout ce qu'il y a dessus, c'est pas si compliqué que ça, un petit peu long, seulement. Et ensuite, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est tout. On va choisir l'email de la personne, sujet, merci de t'être abonné à ma newsletter. On va mettre son prénom, tac, point d'exclamation. Bonjour, prénom, nom, virgule. Merci de t'être abonné. Tu peux me suivre sur mes réseaux, blablabla, blablabla. Cordialement, Quentin. Voilà. Donc là, on a fait l'automatisation. Est-ce que ça fonctionne? Pour ça, on peut faire Run Once, en bas à gauche. Ça nous permet de demander à Make de faire qu'un seul tour de l'automatisation. Donc là, on va remplir ça. Ce qu'on va faire, c'est que, allez, on va mettre une fille pour changer, peu importe le nom. On va remettre le mail qu'on avait là. On va en créer un autre. Tac. Et on va prendre une femme. Ça change pas grand-chose. Et là, a priori, il n'y a pas de problème. On va aller vérifier. Si je vais ici, alors on va recharger. Il a bien rajouté la ligne. Là, on est bon. Ensuite, si on va sur 10 minutes mail, du coup, on va faire réactualiser la page. On a bien reçu un mail. Et donc le mail, bonjour Camille, test, merci de t'être abonné, tu peux me suivre sur mes réseaux, cordialement Quentin. Voilà, nickel, ça fonctionne. Et ensuite, on peut imaginer récupérer les informations de la base de données pour envoyer un mail à toutes les personnes abonnées qui ont la case cochée, par exemple. On a vu que la partie émergeait du monde du no-code, mais cela est déjà suffisant pour que vous ayez une idée globale des différents outils qui existent, les avantages et inconvénients du no-code d'une manière générale, ainsi que l'engouement qui existe autour de ces outils en ce moment. Si vous avez été intrigué par ma présentation, je vous encourage vivement à tester l'un des outils que je vous ai montré. Ça ne vous coûtera a priori pas grand chose à part peut-être un peu de temps, et je pense que vous trouverez facilement du contenu sur YouTube ou Internet d'une manière générale pour vous aider à débuter. Et vous,
quel outil no-code comptez-vous essayer?